Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré aux victimes de pervers narcissiques et à leur traumatisme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Calonne. Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute spécialisée dans l'aide aux victimes de pervers narcissiques et auteur de nombreux livres consacrés à ce sujet, dont le tout dernier qui s'intitule Les victimes de pervers narcissiques. Guérir le traumatisme, récits et témoignages, c'est aux éditions Ellipse. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour mieux comprendre ce sujet, je vous propose de dérouler notre entrevue en 4 grandes parties. Première partie, dresser, si on peut le faire, un portrait de la personne perverse narcissique, mais également de sa victime. En 2, la description de ce type de relation et les traumatismes qui sont liés, les traumatismes qui s'en suivent. En 3, la prise de conscience pour sortir de l'emprise. Et en 4, le futur, comment se reconstruire après une telle relation. Nous refermerons cette entrevue avec la présentation de votre livre. Pour démarrer, donc Christine Calonne, pour mieux comprendre à qui on a affaire, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une personnalité perverse narcissique? Comment séduit-il? Alors, la personnalité perverse narcissique, c'est un trouble de la personnalité qui se construit dans l'enfance et qui finalement s'élabore à l'âge adulte, au début de l'âge adulte. Et il se caractérise par la dimension narcissique, donc le DSM-5, le manuel de psychiatrie américain, décrit le trouble narcissique de la personnalité comme étant un trouble où il y a vraiment une incapacité à être dans l'empathie pour l'autre, une difficulté finalement à être en lien, on va même dire une impossibilité à être en lien, donc ce qui veut dire une froideur émotionnelle, une tendance à dominer pour avoir beaucoup plus de ressources et donc du pouvoir. La recherche du pouvoir est très importante chez les narcissiques. Et donc, il y a le mécanisme de l'envie qui nourrit cet appétit de pouvoir, l'envie, cette envie de posséder ce que l'autre possède et donc d'exercer une prédation sur lui. C'est un prédateur ou une prédatrice, c'est aussi présent chez certaines femmes. Donc, cette tendance à la prédation, eh bien, elle se repère par des violences, une tendance à exercer des violences psychologiques, verbales, parfois sexuelles ou économiques ou physiques. Et donc, ce sont des micro-violences au quotidien que Marie-France Irigoyen a dénommé harcèlement moral au quotidien. Ce harcèlement qui va croissant avec le temps. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique des pervers narcissiques parce qu'ils ont, ça c'est la dimension perverse de leur personnalité, un désir de vengeance qui vient de leur passé, une hostilité profonde envers l'autre. Et cette hostilité se traduit par donc cette destruction de l'identité de la victime, cette destruction qui se fait à petit feu, contrairement à d'autres profils de manipulateurs, par des micro-violences donc au quotidien. Et donc, on peut repérer pour cela, évidemment, ça ne marche que dans le temps, que si c'est ponctué par de la séduction. Et donc, Ce que j'allais vous dire, voilà, il y a voilà, le côté très c'est pas du tout comme ça. très séducteur, il apparaît par des flatteries, l'offre de cadeaux, de protection, dire à la victime tout ce qu'elle veut entendre. Donc c'est un double jeu qui est vraiment présent dans la relation du pervers narcissique à la victime, alternant séduction et destruction. Et donc ce côté destructeur, eh bien, lui permet de avec le côté séducteur combiné, de maîtriser vraiment la relation. C'est une relation d'emprise, et de sentir jusqu'où il peut aller dans sa destruction pour ensuite stopper, reséduire et ainsi maintenir l'emprise parfois toute une vie. Donc, il y a vraiment cette jouissance à maîtriser, à faire souffrir et donc à maintenir une emprise sur l'autre qui est présente. Ça, c'est la dimension perverse de sa personnalité. Et donc, une tendance à vraiment jouir de la déchéance de l'autre
et à aller vraiment jusqu'à pousser l'autre au suicide. Hein. Donc, le but, c'est vraiment de détruire l'autre, vraiment dans sa personnalité et même dans sa santé physique aussi bien que dans sa santé mentale. Voilà, donc ça c'est un élément. L'isolement est un élément très important. Le pervers narcissique isole la victime pour avoir cette emprise, l'empêcher finalement d'accéder à ses ressources. Et donc l'isolement, il amène finalement la victime à perdre ses repères. Ça c'est une autre caractéristique du pervers narcissique. Donc c'est la prédation des ressources de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut encore identifier chez lui? Il y a aussi un machiavélisme. Donc, c'est quelqu'un de très calculateur, contrairement à d'autres profils de manipulateurs. Ce que je voulais vous demander, il est conscient de ce qu'il fait. Voilà, tout à fait. Le machiavélisme, c'est vraiment un calcul conscient de la façon dont il va pouvoir manipuler, exercer son emprise. Hein. Vous avez des manipulateurs qui sont beaucoup plus impulsifs et qui donc se dévoilent plus facilement. Or, non, le pervers narcissique est très contrôlé, contrôlant. Il donne toujours une image parfaite de lui-même. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il gagne très souvent. C'est parce qu'il paraît tellement parfait. Il est très soucieux de son image sociale et donc il ne va jamais dévoiler ce côté destructeur de sa personnalité en public. D'accord. Ça, c'est aussi très important. Et il maîtrise parfaitement le langage de la communication, mais à des fins manipulatoires, à des fins de destruction. Et donc, c'est quelqu'un de très persuasif, très convaincant. Et donc, il sait utiliser la communication à mauvais escient, on va dire. Voilà. Très bien. Voilà, vous avez dressé une sorte de portrait robot, donc plutôt de la personnalité perverse narcissique. Qu'en est-il de la personnalité de sa proie idéale? Est-ce qu'il y a un type de personne en fait vers qui il va davantage se tourner? Oui, tout à fait. Avant de parler de la victime, j'ai encore quelques éléments clés à dire. C'est le déni. Le déni chez le pervers narcissique est très important parce que, en fait, beaucoup de victimes passent des années parfois à essayer d'aider le pervers narcissique à prendre conscience, à aller mieux. Il ne veut pas être aidé parce que c'est un déni qui est le socle de sa personnalité. Il nie ses souffrances et même il revendique il ne veut pas souffrir et que ce sont les faibles qui souffrent, qui ressentent des émotions et lui, il n'en ressent pas. Donc, c'est quelqu'un qui est dénué de sentiments et ce déni lui permet d'obtenir de plus en plus de pouvoir. Donc, le déni, c'est très important et il n'y a aucune remise en question chez ce profil de personnalité. Donc, ça c'est un élément très important à prendre en compte pour essayer de sortir de l'emprise, c'est voir ce déni et qu'il n'y a aucune remise en question. Oui, parce qu'on peut se dire, je vais l'aider, ça va aller mieux, la relation va reprendre, etc. Mais c'est pas possible. D'accord. Non, et comme il est dans le déni, dénué de sentiments, eh bien, tout ce qui l'intéresse finalement, c'est de faire de l'autre un objet pour obtenir plus de pouvoir. Il instrumentalise les autres. Hein, donc, l'autre est pour lui un robot, une machine, un instrument, et pas du tout un être humain. Hein. Il ne reconnaît pas la dimension humaine chez les autres et en lui-même. Et donc, il préfère faire souffrir plutôt que de souffrir. Donc ça, c'est un élément clé aussi dans sa personnalité, c'est l'instrumentalisation et paraître avoir des valeurs humaines, mais il n'en a pas. Ça, c'est très important aussi. Hein. Il paraît humain, mais ce n'est qu'une apparence, une sorte d'étendard pour attirer et ensuite attraper dans ses filets. Voilà, donc ça, je crois que c'était important de le rajouter. Par rapport à la victime, eh bien là, on peut repérer chez la victime très souvent que c'est une personne en crise identitaire, en remise en question. C'est un peu le contraire du pervers narcissique. Elle se remet trop en question, elle a beaucoup de tendance à douter d'elle. Il y a une faille narcissique très souvent. Et s'il n'y en a pas, eh bien, lui, il s'arrange pour en créer une. Hein. Donc, il y a vraiment une mise en doute continuelle de la victime qui l'amène à perdre son estime d'elle. En dehors de la faille narcissique, ça peut être aussi, la proie peut être quelqu'un qui a vécu des traumas très importants dans son passé. Donc, ce qu'on appelle un trauma, c'est des situations de grande insécurité, voire de danger, où la personne a été seule et impuissante. Et donc, elle s'est figée au niveau de son corps face au trauma et
même elle peut s'être dissociée de son corps. Et les prédateurs repèrent chez une victime quand elle est dissociée, quand elle est figée, parce que du coup, elle ne sait plus se protéger, elle ne repère plus la violence. Donc, c'est beaucoup plus facile de manipuler et d'instrumentaliser quelqu'un qui est figé, dissocié et qui ne sait pas se protéger. Ça, c'est encore un critère important de repérage de la proie. Et un dernier, c'est les personnes hypersensibles qui sont plutôt dans une intelligence émotionnelle et qui sont trop empathiques. Beaucoup d'empathie, le sauver justement, c'est ça. Essayer que l'autre comprenne qu'il a des problèmes, la personne hypersensible va vouloir l'aider à comprendre et c'est inutile. Au contraire, c'est comme ça que le pervers narcissique utilise sa proie, c'est en voyant qu'elle cherche à le comprendre et donc il va lui inventer des histoires pour essayer de se victimiser et donc de susciter les mécanismes d'empathie et de protection de la victime. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant qu'on sait un petit peu de qui on parle, on va s'attarder sur la relation. Comment définir ce type de relation? On a dit donc au début ça peut être très beau, très même idyllique presque, pour le coup un peu irréaliste aussi. Comment évolue la relation et à quel moment ça bascule? Eh bien, donc dans la première phase, c'est idyllique, comme vous dites, hein, c'est la séduction. Et donc, le pervers narcissique observe les réactions de la victime et à un moment donné, il va verrouiller la relation quand il sent que la victime est séduite, il verrouille la relation, par exemple par un contrat de mariage, achat d'une maison, avoir un enfant en commun. Ça, c'est vraiment des choses qui vont sceller la relation, la verrouiller et qui vont alors installer l'emprise. Et quand cette emprise est installée, là, alors, on passe à la phase de violence. Oui, il n'y a plus les petits moments doux, on va dire. Là, on reste beaucoup plus dans la violence, en fait. Ouais, c'est-à-dire que là, il ne donne que des miettes de temps en temps. S'il n'y avait plus du tout de séduction, ça ne marcherait pas. Donc, il ne donne plus que des miettes et par les miettes, il maintient une relation d'addiction. C'est-à-dire que la victime il y a encore une miette, donc il y a encore de l'espoir. Donc, mais globalement, c'est quand même un harcèlement croissant avec le temps dans la relation d'emprise. Ce qui est différent des autres manipulateurs. Hein. Donc, les autres manipulateurs, c'est une violence cyclique. Et donc, il y a vraiment la crise, les excuses, la phase lune de miel. C'est pas cyclique chez le pervers narcissique, c'est vraiment une violence instrumentale, c'est-à-dire utiliser l'autre, le détruire, l'exploiter et l'anéantir. Hein. Donc, c'est pas du tout la même forme de violence. D'accord. Et qu'est-ce qui doit alerter justement dans la relation? Est-ce qu'il y a des schémas récurrents? Oui. Donc, moi, je dirais que dès le départ, en général, les victimes sentent un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, elles n'écoutent pas suffisamment les signaux d'alerte de leur corps. C'est vraiment au niveau du corps qu'on peut se faire confiance. Hein. C'est le corps se sent en insécurité. Et c'est des petits signaux, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est important d'écouter ces petits signaux du corps. Par exemple, quand le pervers narcissique, comme il est faux, il est complètement faux. Par exemple, les flatteries sont trop, c'est trop. C'est trop beau. On dit d'ailleurs, c'est trop beau pour être vrai. Hein. C'est trop mielleux, c'est trop gentil, c'est trop. Hein. Donc là, c'est vraiment un signal d'alerte. On a affaire à quelqu'un qui vous manipule, en fait, qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. Donc, le signal d'alerte, là, c'est d'abord le corps. Et au niveau de l'observation du pervers narcissique, on sent qu'il y a quelque chose on observe qu'il y a quelque chose qui est faux. D'accord. Et on parlait des micro-agressions tout à l'heure. Quelles sont les conséquences de ces micro-agressions du pervers narcissique sur la victime? Les conséquences, c'est la destruction progressive de l'identité au niveau de la santé psychologique, on va dire. Donc, cette destruction, elle s'accompagne du syndrome de Stockholm. Donc, le syndrome de Stockholm, c'est au fond une situation où la victime est en danger, comme lors de la prise d'otage d'employés de banque à Stockholm. Et donc, en très peu de temps, finalement, les employés de la banque ont été dans une sorte de relation de sympathie,
pour essayer finalement de survivre à cette violence, à ce sentiment de mort imminente. Ils sympathisent et donc finalement ils vont prendre la défense de leur agresseur, même adopter certains de leurs comportements. Eh bien, on retrouve exactement ce mécanisme dans la relation d'emprise entre un pervers narcissique et sa proie. Donc, ce syndrome de Stockholm, c'est très important de le comprendre, ou l'entourage qui voit ça, qui se dit mais c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment l'idéalisation de l'agresseur. Hein. Donc, c'est lié à l'insécurité ou au sentiment de mort imminente. Au fond, le corps sait qu'il y a danger. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Si on ne l'avoue pas, le corps le ressent, lui, en tous les cas. C'est ça. Donc, ça, c'est les effets au niveau de la santé psychologique, hein, donc, qui amènent finalement à une impuissance apprise. L'impuissance apprise, elle a été étudiée en laboratoire sur des animaux, hein, donc, parce qu'on ne comprend pas non plus très souvent les victimes qui sont impuissantes, qui ne réagissent plus, mais c'est face à cette emprise, eh bien, on a observé ça chez les animaux quand ils sont dans une cage un peu trop longtemps, qui reçoivent des chocs électriques. Eh bien, le jour où on ouvre la cage, ces animaux, ils ne sortent plus. La liberté est là, leur est offerte et ils ne sortent plus. C'est l'impuissance. Ils sont plus capables. C'est vraiment le système nerveux qui s'effondre. Donc, quand notre système nerveux est trop longtemps agressé, même si c'est des micro-violences, à un moment donné, il s'effondre et l'organisme ne sait plus finalement réagir et agir. Donc ça, c'est l'impuissance apprise et donc une perte finalement à la fois de l'identité et des ressources internes et externes qui est là suite à toutes ces agressions, ce vécu d'impuissance et l'isolement que crée le pervers narcissique. Tout ça, c'est des séquelles. Et puis alors, on a des séquelles aussi sur la santé physique. Donc la santé physique, petit à petit, vraiment est atteinte. Et donc des atteintes de l'immunité. Généré par le stress, c'est ça? Oui, le stress. Hein. Donc, un stress répété entraîne une chute de l'immunité. Hein. Donc, les maladies du stress, hein. Donc, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, s'il y a dissociation trop longtemps, quand le corps est dissocié et sous stress, on a observé qu'il y a vraiment les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, toutes sortes de maladies de l'immunité. Oui. D'accord. Alors, heureusement, il y a de temps en temps des déclics. D'où peut venir le déclic pour la victime, par exemple? Alors, moi, ce que j'ai observé, par exemple, c'est que le déclic peut venir, la victime supporte beaucoup de choses, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'insupportable, un parent qui voit que le partenaire s'en prend à ses enfants. Et là, c'est comme si c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et tout à coup, ça devient clair. Ça devient insupportable. Et là, la personne sort de cet état de figement, et donc elle porte plainte ou elle demande de l'aide. Donc, le déclic, ça peut être ça. Ça peut être aussi la violence de trop. Hein. Donc, il y a un moment donné où la violence de trop fait que elle sort de ce figement. Ça peut être aussi une aide extérieure. Il ne faut pas sous-estimer les personnes extérieures qui peuvent vraiment, par une présence régulière, même si la victime est dans le déni et dans le syndrome de Stockholm, le fait qu'il y a des personnes qui restent là malgré tout, sans critiquer, en étant bienveillantes, mais à distance, hein, sans être intrusives, eh bien, à un moment donné, elles peuvent amener un déclic aussi parfois chez certaines victimes. D'accord. Et en quoi est-ce important justement de se reconnaître comme victime? Parce que ça ne doit pas être évident quand on est dans la relation, justement de se dire, mais en fait, je suis victime. Oui, donc c'est important de se reconnaître victime parce que c'est finalement reconnaître sa souffrance. Quand on est finalement, la victime, elle entre aussi dans un déni. Hein, donc le pervers narcissique est dans le déni, et la victime, pour supporter la relation d'emprise, ne pas en mourir, elle est amenée à se dissocier, donc à nier aussi sa souffrance. Et donc, pour sortir du déni, c'est à un moment donné nécessaire de dire « Ah oui, je suis l'objet de violence, oui, c'est insupportable, c'est inacceptable, et donc je suis victime. » Et donc, ce n'est pas être enfermé dans un rôle de victime. Je suis victime, c'est victime au sens je souffre. Il y a une souffrance psychologique, il y a une souffrance physique.
Mais bien sûr, ce n'est pas le rôle de victime qu'on observe dans le triangle de Cartman, où une personne joue le rôle de victime. Ouais. Parce que là, le rôle de victime, c'est un rôle. Vous voyez, c'est pas une réelle souffrance, c'est un rôle. C'est-à-dire, je joue le rôle de la victime, et donc je cherche à avoir du pouvoir sur l'autre. Le triangle de Cartman, c'est ça, c'est un triangle des relations de pouvoir, où je cherche à avoir du pouvoir sur l'autre en me plaignant, en racontant tous mes malheurs ou en laissant l'autre décider à ma place. Bon, le rôle de victime, c'est ça. Ici, je ne dis pas ça. C'est se reconnaître de victime au sens… Comprendre qu'il y a un problème et qu'on est en souffrance par rapport à une attitude qu'on nous inflige, en fait. Ouais. Absolument, oui, c'est ça. À partir du moment où je reconnais que je souffre, bien, à ce moment-là, je vais demander de l'aide. Et donc, je peux sortir de l'emprise beaucoup plus facilement. Et il faut quand même préciser, parce que parfois, il y a des personnes qui se disent « mais comment j'ai fait pour me faire avoir ?» entre guillemets. Mais voilà, toute personne qui tombe dans ce piège-là est intelligente. Enfin, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est que ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, faut vraiment pas culpabiliser. C'est qu'il y a eu, on s'est fait piéger entre guillemets. Et il faut surtout pas culpabiliser de ça. Non. Ouais. Non, parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question émotionnelle. Voilà. Les émotions qu'on a ressenties nous ont aveuglés. On est illusionnés. Et pourquoi est-ce qu'on se laisse illusionner? C'est les failles ça peut être les failles de l'enfance. On a eu des traumas dans l'enfance, ou comme je le disais tout à l'heure, on est en crise identitaire, en crise de vie. Il y a toute une série de paramètres qui font que émotionnellement, on est plus fragile et on n'est pas coupable de nos émotions. Nous ne sommes pas coupables de nos émotions. Voilà, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup. Et comment, donc une fois qu'on sait que l'on est victime, comment mettre des limites pour se protéger quand on est déjà dans la relation? Alors, donc, pour pouvoir mettre des limites, il faut pouvoir dire « je ». Or, on a vu tout à l'heure que le pervers narcissique, il détruit votre je, il détruit votre identité. Ouais. Donc, vous êtes réduit à une sorte d'instrument, d'objet, et finalement, il n'y a plus de je. Donc, la première étape pour poser ses limites, c'est de reconstruire ce je, reconstruire son identité. Qu'est-ce qu'on appelle l'identité? Eh bien, c'est justement identifier ce que l'on ressent, ses sensations, ses émotions, ses besoins. Et donc, en identifiant ses besoins, on va automatiquement sentir ses limites et pouvoir alors poser ses limites. Mais vous voyez, c'est tout un processus de reconstruction. On a été détruit dans notre identité, on ne sait même plus qui on est. On a perdu. On s'est perdu. On est coupé de soi-même. Donc là, c'est… Et souvent des autres, ouais. Des autres. Si on est coupé de soi, on est coupé des autres. Donc c'est vraiment ça la première étape, c'est de reconstruire des éléments de son identité, ressentir son corps, ressentir qu'on souffre. Voilà, tout ça, c'est un processus qui demande quand même un temps, quoi. On peut prendre du temps pour soi, pour essayer de se reconnecter à soi et à ce moment-là, arriver à un moment donné à poser ses limites. Très bien. Et peut-on quitter une personne perverse narcissique? Alors, je pense que pour pouvoir le quitter, il faut avoir des ressources. Donc, ces ressources, eh bien, ça fait partie de la reconstruction de l'identité. Donc, des ressources, par exemple, psychologiques, retrouver l'estime de soi, retrouver confiance en soi, retrouver un sentiment de sécurité. Des ressources émotionnelles, apprendre à réguler ses émotions, ne plus entrer dans des crises de panique consécutives aux violences. Donc, les ressources relationnelles, essayer de contacter des gens. Pour pouvoir quitter le pervers narcissique, c'est nécessaire d'avoir toutes ces ressources, d'avoir compris des choses, comment fonctionne le pervers narcissique. Donc, les ressources intellectuelles aussi. Parfois, ça peut être lire un livre qui peut… On parlait des déclics tout à l'heure. J'ai aussi eu des patients qui ont lu un livre. Ah oui, mais c'est ce que je vis en fait. Et donc, tout d'un coup, le déclic, c'est ça. Donc, les ressources intellectuelles, ça peut jouer aussi. Les ressources spirituelles, chez certaines personnes, ça peut jouer aussi. Donc, de développer de l'empathie pour soi, de la compassion, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'il y a plus grand que soi, qu'on n'est pas en complet isolement. Toutes ces ressources vont nous aider à quitter, à un moment donné, cette relation d'emprise.
Une fois que l'on est parti, comment se reconstruire? Parce qu'on a vu donc ça laisse quand même des séquelles et non des moindres. Quel est le processus logique pour se reconstruire? Est-ce qu'on peut se reconstruire seul? Est-ce qu'on doit se faire accompagner, aider? Enfin... Oui, pour cette reconstruction, il y a la ressource matérielle qui est importante. Hein. Je pense que quitter un pervers narcissique, c'est d'abord, évidemment, avoir des ressources matérielles, parce que souvent, le pervers narcissique isole la victime, elle perd son emploi, elle perd ses ressources relationnelles, il lui prend son argent. Enfin, donc, toutes ces ressources matérielles, évidemment, elles sont à la base de la reconstruction, parce que, évidemment, consulter son médecin, consulter un psychothérapeute, ça demande des ressources matérielles. Et donc, je pense que c'est très important de veiller pour pouvoir soigner les séquelles de l'emprise, eh bien de récupérer des ressources matérielles et financières. Hein, donc, soigner, se reconstruire, donc après l'emprise, eh bien, ça demande évidemment d'identifier le stress post-traumatique, ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. C'est une fois qu'on est libéré de l'emprise, ben, souvent, on fait le constat des dégâts et donc il y a des dégâts à soigner. Hein, donc le stress post-traumatique, c'est un stress qui dure au-delà de la relation d'emprise. Notre organisme reste sous stress et donc ça se traduira par exemple par des insomnies, des flashbacks, des troubles alimentaires, une tendance à éviter tout ce qui peut rappeler le pervers narcissique et l'emprise. Par exemple, éviter ses propres pensées, ses propres souvenirs, mais aussi éviter les personnes ou les situations qui nous rappellent ce qu'on a vécu. Il y a une tendance au repli sur soi. Le stress post-traumatique, c'est aussi une tendance à la dépression, donc à se replier, à perdre confiance en soi, perdre confiance en l'autre, et donc avoir des pensées négatives sur soi, sur les êtres humains, des émotions pénibles. Donc tout ça, c'est à soigner. On a aussi les effets sur l'état d'éveil, par exemple des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, une perte totale d'énergie qui peut aller jusqu'au burn-out. Donc, que ce soit un burn-out familial ou un burn-out professionnel, la personne n'a plus d'énergie, elle a été vampirisée dans son énergie. Et donc, prendre soin de soi, c'est aussi se reposer, pouvoir avoir des aides pour se le permettre, hein, donc récupérer de l'énergie. Et la dépression, elle va se traduire aussi par la culpabilité excessive, tendance à croire que tout ça c'est de ma faute. Et puis, la victime a entendu ça dans le discours du pervers narcissique, c'est ta faute. Si on n'en a pas, c'est ta faute. C'est toi le problème. C'est toi qui es fou. C'est toi qui es folle. Ah, le pervers narcissique ou la pervers. Et on reste avec ça quand même dans la tête. Même au-delà de la sortie de l'emprise, on considère toujours, on a tendance à toujours croire qu'on est coupable ou qu'on est nul, on a honte de soi d'avoir cette emprise, comment c'est possible, voilà, d'avoir subi ça aussi longtemps. Donc tout ça, ça reste au-delà de l'emprise. Donc c'est à soigner, c'est ce stress post-traumatique qui amène une perte de régulation des émotions. On a des crises de colère inappropriées. C'est pas orienté vers la bonne personne, on va dire. La colère est légitime, hein. La colère est légitime, mais malheureusement, du coup, elle sera elle n'est pas canalisée. Elle n'est pas canalisée, voilà, c'est ça. Donc, il y a un travail à faire sur sa colère. Quand on a pris conscience de l'emprise, on est en colère. Et donc, du coup, on a une perturbation aussi de nos relations, parce que quand on est en colère, c'est difficile d'avoir des relations épanouissantes. Donc, ne fût-ce que pour le futur, c'est important de travailler sur soi et retrouver une régulation de ses émotions, de ses relations, une capacité à gérer ses conflits sereinement. Tout ça est à reconstruire. Hein. Oui, j'ai lu dans votre livre, on y reviendra plus tard, qu'il y a des thérapies comme l'EMDR qui peuvent être efficaces. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc l'EMDR, c'est un travail sur le trauma. Donc on installe d'abord des ressources chez la personne, on l'aide à se reconnecter à ses ressources internes et externes, et en se rappelant de souvenirs ou de personnes qui peuvent lui donner de la sécurité, de l'estime d'elle, on fait un mouvement du doigt devant les yeux ou un tapotement alternatif
du corps qui inscrit dans la mémoire du corps ses ressources. Donc, tout à coup, le corps se rappelle qu'il a des ressources. C'est une capacité donc pour le corps à se sécuriser grâce à l'installation des ressources. Donc, le système nerveux peut s'apaiser. On peut travailler sur les ressources de sécurité, aussi d'apaisement. Et donc, l'EMDR est une méthode à la fois pour sécuriser, mais aussi pour, une fois que la personne est stabilisée sur le plan émotionnel, sur le plan de sa sécurité interne, on retraite alors les traumas. Et donc, on va aller rechercher les souvenirs traumatisants et on les retraite aussi par le balayage oculaire et donc en identifiant quelle était la pensée négative que j'avais sur moi-même pendant ces moments-là, quelles étaient mes émotions. Et donc, tout ça est travaillé pendant le balayage et l'inconscient travaille sur le trauma pour le transformer. Mais donc, ça veut dire que pour pouvoir transformer le trauma, il faut d'abord avoir des ressources. Hein. Donc, c'est la première étape. Plusieurs étapes. Voilà, il y a plusieurs étapes. Voilà, c'est ça. Et donc, si maintenant c'est un parent qui a été qui a eu une personnalité perverse narcissique, mais là, c'est toute l'enfance qui est, je veux dire, contaminée par cette relation. Et donc, à ce moment-là, on va plutôt utiliser, par exemple, la lettre, écrire une lettre. Et donc, on va travailler chaque phrase, faire du balayage oculaire sur chaque phrase de la lettre. Donc, vous voyez, les outils peuvent être variés en EMDR. En fonction des cas de chacun. Hein. De chacun. Bon, par exemple, il y a des personnes, quand elles sont dissociées, on ne va pas faire de l'EMDR puisque c'est basé sur l'identification du ressenti. Si la personne est coupée de son ressenti, il y a une étape préalable aussi, c'est aider la personne à communiquer avec les parties d'elle-même qui ont été, je vais dire, mobilisées, ce qu'on appelle les parties de protectrices. Hein, donc, notre cerveau reptilien est un cerveau de la survie qui mobilise des parties protectrices. Et ces parties, elles sont dans notre comportement, combattre, fuir, se figer. Et donc, quand on est vraiment dans ces parties protectrices, on peut se protéger de la souffrance. Ça nous a aidé à survivre. Et donc, on va d'abord dialoguer avec les parties du moi qui nous ont protégés de la souffrance pour demander leur autorisation de nous reconnecter à la souffrance. Et alors, après, quand elles sont OK avec ça, hein, on n'est pas fou, hein, c'est juste qu'on a des parties du moi qui nous protègent. C'est des mécanismes de défense, finalement. Hein. La dissociation, c'est un mécanisme de défense. Les parties protectrices du moi qui nous protègent de la souffrance, c'est des mécanismes de défense qui nous permettent de survivre. Et donc, on va travailler avec elles pour rétablir la sécurité et ensuite, alors, retraiter les traumatismes. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être qu'on y accordera un sujet à part entière parce que c'est vraiment une thérapie que je trouve assez exceptionnelle justement pour guérir des traumatismes. Voilà, donc il y a des solutions. On peut se remettre de ce genre de situation, même si parfois ça demande un petit peu de travail. Comment est-ce qu'on peut mettre à profit ce type d'expérience dans nos relations futures? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent attirer notre attention pour être peut-être plus vigilant? Comment on peut justement aller de l'avant dans une autre relation? Alors, c'est très souvent le problème pour les victimes, c'est de ne plus faire confiance. C'est ça. Il faut pouvoir se dire, est-ce que je vais me faire avoir encore ou est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce que je crains? Voilà, donc ça demande évidemment de se sécuriser. Donc, retrouver un état de sécurité. J'en ai parlé tout à l'heure, les ressources, apprendre à se sécuriser. C'est vraiment ça, c'est essentiel pour entamer une nouvelle relation. Parce que souvent, les victimes, si elles entament de nouvelles relations, parfois elles attirent de nouveaux prédateurs. Hein. Oui, si elles ne sont pas remises, ce n'est pas possible. Il faut avoir confiance en soi pour… Voilà, c'est ça. Parce que les prédateurs, il y a des études sur ce qui attire les prédateurs, c'est quoi? C'est la peur. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Si on a peur, on ne fait plus confiance. Donc, on reste dans la peur et on attire de nouveaux prédateurs. Donc, d'abord, prendre le temps de se sécuriser, de se reconstruire. Et alors, en étant connecté à son corps, on va mieux écouter les signaux dont je parlais tout à l'heure, hein, les signaux du corps, et puis mieux observer. Parce que c'est ça, quand on est absorbé par ses propres problèmes, on n'arrive plus à repérer la violence. On ne repère plus la manipulation. Donc, si on est en sécurité, ah oui, avec la sécurité, on a le recul nécessaire pour observer, là, c'est de la manipulation.
Ça, c'est une parole violente. Ça, c'est inacceptable. Vous voyez, et là, on va poser plus facilement ses limites, si c'est nécessaire, rompre la relation. Vous voyez, c'est important avant de recommencer une nouvelle relation. Et faire attention si le prince est un peu trop charmant dès le départ. Voilà. On disait tout à l'heure que justement les proches ont un rôle à jouer, mais il n'est pas évident. Quelle est la bonne attitude en fait quand on fait partie de l'entourage d'un proche pour le prévenir qu'il y a un problème dans la relation, sans que l'autre puisse se sentir jugé ou voilà. Comment on peut interagir avec lui? Alors, c'est très important de soulever cette question-là parce qu'il y a souvent deux attitudes extrêmes. C'est soit, oh là là, il ou elle est en danger, il faut que j'intervienne. Le il faut, c'est l'insécurité. Quand on est en insécurité, on est dans le combat et donc on va avoir des attitudes combatives qui vont agresser la victime et qui vont alors lui faire croire que c'est nous le problème, c'est l'entourage le problème. Donc en fait, comme elle idéalise l'agresseur, elle voit pas sa violence. Et vous voulez intervenir et vous avez des attitudes au fond qui rappellent l'agresseur, mais la victime va voir l'attitude qui ne va pas chez vous, elle ne va pas le voir chez l'agresseur et donc ça va renforcer l'emprise. Donc ça, c'est très important d'éviter d'être dans l'interventionnisme et dans le combat. Ça, c'est vraiment contre-productif, ça renforce l'emprise du pervers narcissique sur sa proie. Donc, être en sécurité. L'entourage, c'est important qu'il puisse aussi chercher des ressources pour se sécuriser. C'est pas dans l'urgence, sauf si, évidemment, il y a menace de meurtre, donc là, mais à part ça, s'il n'y a pas d'urgence, c'est mieux de créer un lien sécurisant avec la victime. Ça veut dire être présent, bienveillant, empathique, essayer de comprendre et alors faire des observations, mais pas des observations tranchantes, des observations subtiles du genre mais tu as l'air bien fatigué ou tu as l'air éteint ces derniers temps. Tiens, comment ça se fait? Poser des questions ouvertes qui amènent la victime à retrouver des capacités de réflexion. Parce que quand la victime est en figement, qu'elle est dissociée, elle ne sait plus penser. Et donc, essayer de créer un lien de sécurité avec la victime et l'amener à de nouveau être capable de penser ce qui lui arrive, de prendre du recul par rapport à ce qui lui arrive, ça va l'aider. Alors, l'autre extrême est tout à fait aussi contre-productif, c'est l'indifférence. Oh, c'est son problème, elle est adulte, il est adulte, il n'a qu'à. Donc, c'est pas si simple. Malheureusement, les INACA n'aident pas. Donc, c'est vraiment important d'aider la victime par un accompagnement empathique et bienveillant, en se sécurisant soi-même, en prenant soin de soi aussi, à progressivement prendre conscience de l'emprise. Oui, et ne pas hésiter à rappeler qu'on est là en cas de problème. Voilà, c'est un peu, je compare toujours avec les victimes de sectes, c'est contre-productif de critiquer la secte, ça va renforcer l'emprise de la secte. Par contre, avoir gardé la main tendue, je suis là, tu peux m'appeler, veux-tu qu'on s'appelle, mais sans forcer la main, ça c'est vraiment utile. Jamais perdre espoir. Voilà, c'est toujours possible à un moment donné que le déclic arrive. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous nous avez appris à mieux comprendre le sujet et voir effectivement, donc on peut s'en sortir, mais évidemment il faut avoir ce fameux déclic et puis après ne pas hésiter à prendre soin de soi, ne surtout pas rester dans la détresse. Vous avez écrit un livre. Alors moi j'ai juste l'avant-dernière version, donc il est là, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme. Il est bourré d'informations. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire à qui il s'adresse? Est-ce que vous avez souhaité apporter dedans? Eh bien, j'ai souhaité d'abord amener des informations de compréhension, comprendre le mécanisme de l'emprise, un peu comme on a fait aujourd'hui. La compréhension, ça aide à prendre du recul et donc à pouvoir observer et aider la victime ou s'aider soi-même
en lisant le livre parfois, donc la compréhension. Ça donne aussi des outils, j'ai parlé des ressources, ça donne des outils, des idées pour se donner des ressources, pour arriver à s'affirmer, à se protéger. Ça peut être utile aussi à ce niveau-là. L'entourage, c'est utile aussi pour l'entourage qui pourra mieux comprendre le vécu de la victime. Ça aide la victime aussi comme on disait tout à l'heure, à percevoir qu'elle est victime. Et ça peut aider aussi les intervenants qui parfois ne comprennent pas la relation d'emprise, que ce soit au niveau de la police ou les psychothérapeutes, toutes les personnes qui accompagnent les victimes pourront aussi en tirer des informations utiles pour accompagner les victimes avec bienveillance, sans jugement. Et donc, ça c'est un peu pour le grand public en général, aussi bien que pour des gens plus dans l'accompagnement. Eh bien, merci. En tout cas, c'est une mission réussie. Donc, je rappelle, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme. La dernière version donc, contient également les témoignages, c'est ça? Oui. C'est aux éditions Ellipse. C'est sorti au mois d'avril, disponible en librairie. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est vraiment... on y trouve plein de réponses pour mieux cerner le problème et puis parfois peut-être se sentir moins seul, se dire tiens, oui, d'autres personnes ont vécu ça, il n'y a pas de honte, il faut y aller, il faut arriver à se reprendre en main. Donc un grand merci pour toutes les personnes que ce livre a aidé ou aidera dans le futur. On le disait, il y a aussi des thérapies qui peuvent venir aider justement à se remettre d'un tel traumatisme. Vous proposez ce genre de consultation, c'est ça? Que ce soit EMDR ou pas. Comment fait-on pour vous consulter? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle psychothérapie-calonne.be. Et donc, sur le site, il y a un formulaire contact pour me joindre. Et j'explique sur mon site internet, justement, mes spécialisations, la spécialisation dans l'aide aux victimes de pervers narcissiques, mais aussi les outils, tout le panel d'outils, ma boîte à outils, donc aussi bien le MDR que, par exemple, la thérapie polyvagale dont je parle dans mon dernier livre, l'hypnose ericksonienne, l'approche comportementale, l'approche analytique, j'ai combiné finalement tous ces outils pour aider de façon appropriée au bon moment les victimes dans leur processus de libération de l'emprise. Très bien. Je remettrai toutes les informations pour vous rejoindre dans le descriptif de cette vidéo. À nouveau, un grand merci. Et puis peut-être à bientôt pour un prochain sujet, peut-être pour parler de MDR, qui sait, ou encore un autre sujet, puisque vous écrivez régulièrement des ouvrages. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Très bientôt.